Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 24 janvier. C'est l'anniversaire d'une date historique en RDC. Cela fait 4 ans depuis la passation civilisée du pouvoir. 4 ans post-alternance analysés par les Quinois, vous les suivrez dans ce journal. À la une également, à une semaine de l'arrivée du pape François en RDC, les Quinois formulent leurs attentes à cette venue historique elle aussi. Et puis, au niveau international, en Côte d'Ivoire, la filière Anarcade est en grande difficulté. Les opérateurs locaux s'en remettent à l'aide des autorités. Bonsoir à tous, je le disais en titre, 24 janvier, une date restée dans l'histoire de la RDC comme celle de l'alternance pacifique du pays. C'était il y a 4 ans, le président Félix Tshisekedi succédait à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. À l'occasion de 4 années de pouvoir, les Quinois ont donné de la voix pour juger le chemin parcouru. Ils sont au micro de Patience Lokeke et de Béni Ifombo. Il est vraiment animé d'une très bonne foi. Et il a d'abord fait les tours du monde pour prouver qu'il a été élu président et présenter ses ambitions par-ci par-là pour renouer, c'est une stratégie politique pour renouer toutes les relations possibles en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo. Du moins, il travaille avec les gens et il se fait que nous trouvons que c'est dans ces gens-là, les gens avec qui il collabore, qui sont peut-être animés de mauvaise foi et qui ne font pas leur travail comme il se doit. C'est vrai qu'il y a des critiques ça et là, mais voyons un peu cette bonne volonté, ces belles initiatives qu'il prône. Le président de la République ne travaille jamais seul. Il doit toujours travailler avec nous, la population, et aussi les responsables qu'il nomme. Le président de la République est venu dans un contexte de rupture avec le précédent pouvoir. Et il y avait pas mal de choses à faire. Le pays était un chantier. Il a fait beaucoup de promesses. Il y a certaines qui ont été tenues, il y a encore beaucoup d'autres qui sont en cours. Et j'espère que dans les prochains mois, il y aura à tenir le reste des promesses. Mais pour l'instant, en ce qui concerne son bilan, je crois que c'est un peu en deçà de ce qu'il avait prévu au début. Sans lui jeter les fleurs, Tshisekedi, pour parler de la personne, c'est quelqu'un qui a apporté un certain dynamisme sur le plan politique. Il a montré qu'il n'a pas froid aux yeux pour aller de l'avant, prendre des initiatives. Il a par exemple mené une politique d'ouverture à l'égard de nos belligérants, le Rwanda et l'Ouganda. Et il a fait grincer les dents à plus d'un, à moi également. Mais dans l'ensemble, positivement, j'ai soutenu son action sur ce qui concerne l'aspect général de la politique extérieure. Alors, intérieurement, il faut dire que le social de Congolais, il est resté stagne. Il a stagné et je peux vous dire pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai épinglé dans mon ouvrage les raisons qui feront que de toute façon, si nous maintenons notre configuration politique actuelle, tous les présidents qui vont venir après lui, eh bien, on aura l'impression de faire du surplace. C'est ce mercredi 25 janvier que la CENI va démarrer l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. Le Premier ministre Samalou Kondé est arrivé en début d'après-midi ce mardi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, accompagné de quelques membres de son gouvernement et de l'exécutif provincial. Samalou Kondé et sa délégation ont été accueillis avec pompe par une marée humaine. L'objectif de ce déplacement est de sensibiliser les populations de cette province à s'approprier le processus électoral en cours. Suivez-le dans cet extrait. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone, l'enrôlement et l'identification de notre population,
ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales pour faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de fouler ce sol de Moupachi et nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec toutes les autorités chez nous. L'opération d'enrôlement a suscité un engouement, surtout parmi les acteurs politiques qui mobilisent les Congolais. À Kinshasa, cette mobilisation s'accompagne de quelques abus, notamment une sorte de campagne électorale avant l'heure. Cette situation est décriée par plusieurs, dont Delda Kabamba, analyste politique et président de l'ASBL Banachangu. Il a été joint par Patricia Mabungu. Vous savez que c'est un fléau. C'est un fléau. Vous savez, dans notre pays, nous avons l'habitude d'avancer dans les mal. Si vous constatez, il y avait une époque, depuis 2006, ça se faisait, mais à un rang élevé d'un certain groupe de députés favorables. Mais aujourd'hui, tout le monde, qui n'est même pas encore déclaré comme candidat à la CENI, mais il est en train déjà de faire une ébullition dans des quartiers, de manipuler la population. Vous savez, les Congolais mangent du jour pour jour. Il faut qu'ils puissent se chercher à manger. Vous prenez en otage la population pour leur mentir, d'aller vous accompagner dans des bureaux de vote. Et les bureaux de vote acceptent aussi des choses comme ça. Donc, à la contre même de la loi électorale. C'est regrettable. Et le pays est en train de regarder. Les autorités observent. Et cela se passe aux barbes de l'État. Donc, cela n'est pas favorable à la population. C'est inacceptable. Donc, moi, en tant que président de l'association Banachangu Majorité, vraiment, vous savez, c'est ici à Tchangu où on trouve vraiment un engouement terrible. Hier et aujourd'hui, c'était vraiment, il y a des booms et des tonnerres. Tout le monde s'enrôle d'une manière bizarre. Donc vraiment, il est grand temps qu'on puisse sanctionner de telles activités, de tels actes, parce que nous ne sommes pas encore pendant la période de la propagande électorale. Donc, nous demandons aux jeunes de refuser d'être manipulés jusqu'à ce niveau. Tous ces gens-là qui vous amènent dans des bureaux de vote pour les accompagner, ce ne sont pas des candidats. Parce que le candidat doit être accepté par la CENI. Donc, ce n'est pas encore le moment. Je demande aux autorités de pouvoir mettre en place une structure qui engage tout le peuple à l'éveil d'esprit, à connaître, à maîtriser ou à être en connaissance des lois électorales. Ça sera très important. Et demandons aux autorités publiques de pouvoir arrêter cette hémorragie, arrêter ces fléaux qui rongent la société et la jeunesse congolaise. À une semaine de l'arrivée du pape François en RDC, la population quinoise s'est dit fière et heureuse de cette visite papale et attend du souverain pontife son implication et intention de prière pour le retour de la paix à l'est du pays. Ils sont au micro de Emi Kabea et Béni Ifombo. Suivez. À quelques jours de son arrivée sur le sol congolais, Kinshasa se prépare déjà pour accueillir le numéro 1 de l'église catholique, sa sainteté Pape François. Mobilisée, la population contente de son arrivée. Elle attend du pape son implication pour la stabilisation de la situation qui sévit à l'est de la RDC et de faire régner l'harmonie et l'amour au sein de notre État. Ma réaction ou mes émotions sont un peu nuancées. Mais la première des choses, je peux dire que je suis d'abord content de son arrivée, malgré il y a une différence de religion. C'est que moi, personnellement, je peux dire, par son arrivée, nous voyons déjà comment la situation à l'est du pays. Et sa présence ici, ça sera un message fort pour d'autres nations. Et nous voulons la paix. Pour la présence du pape, je suis content en partie. Mais le pape doit aussi, en même temps, représenter une partie de paix. Il doit parler au niveau des institutions internationales. Il doit essayer de s'imposer parce que c'est un représentant mondial, vous voyez un peu. Et il y a la guerre au niveau de l'Est ici, le pape doit en parler, il ne doit pas seulement venir faire des messes ici, mais il doit en parler. S'il va parler de tout ce qui se fait à l'Est qui est mal, en tout cas, je serais très content. J'aimerais bien lui dire bienvenue au pape.
Impliqué pour la réussite de cette visite papale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, invite la population quinoise à réserver au souverain pontife un accueil chaleureux à la hauteur de notre hospitalité légendaire, mais également à faire montrer une discipline à tous égards, en vue de relever la meilleure image de notre État. C'était plutôt un reportage de Emi Kavea et Beni Ifombo. La RDC et l'Indonésie veulent construire un partenariat dans le secteur des mines et de l'environnement pour un développement durable. C'est pour cette raison que le Premier ministre Sama Lukonde a eu une séance de travail lundi avec Luhut Binsar Panjaitan, coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie, qui a rang de Premier ministre. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre. Fiston Oleko nous en dit davantage. À l'issue de cette rencontre, l'hôte du Premier ministre Sama Lukonde, Luhut Binsar Panjaitan, a signalé qu'il y a deux choses que le gouvernement de l'Indonésie et celui de la République démocratique du Congo feront dans le cadre de cette coopération. Il y a deux choses que nous allons faire avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La première sera la collaboration autour des tourbières. Et ce sont là les sujets qui vont créer des crédits carbone pour les deux pays. La deuxième chose que nous avons discuté avec son Excellence le Premier ministre, c'est de pouvoir partager nos expériences concernant comment nous nous engageons dans la gestion de nos ressources minérales qui sont cruciales pour le changement climatique. Pour la vice-première ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, qui a pris part à cette séance de travail avec le ministre de l'Industrie, la rencontre de ce jour est la résultante d'un long processus qui a abouti à la signature d'un accord tripartite Brésil-RDC-Indonésie. Elle s'inscrit dans le cadre de la bilatérale entre la RDC et l'Indonésie pour la mise en œuvre de cet accord visant le développement durable qui rentre dans le cadre d'un partenariat sud-sud. Ici, nous soulignons la coopération sud-sud, donc entre les pays du Sud. On n'a pas besoin d'être dicté par X, Y pays, peut-être qu'il ne comprend pas les sensibilités, les réalités. Il faut dire que la RDC se positionne de plus en plus dans l'échiquier international comme pays solution au dérèglement climatique, fort de son potentiel environnemental, mais aussi un acteur important dans la transition énergétique grâce à ses minerais indispensables à cette mutation, notamment le lithium, le coltan, mais aussi le cobalt. L'Université catholique du Congo, à travers sa faculté d'économie et de développement, a tenu une journée scientifique. Ces assises ont tourné autour de l'intégration de la République démocratique du Congo aux communautés économiques régionales. Suivez ce reportage de Blest Kuzola et Stanisamba. Il s'est tenu ce mardi 24 janvier 2023 une journée scientifique à l'Université catholique du Congo organisée par la faculté de l'économie et développement de la dite institution, dont les assises se sont déroulées à son premier site au campus de Limete. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, notamment le professeur, invités, dirigeants et étudiants. Cette journée scientifique a tourné autour du thème « Intégration de la RDC aux communautés économiques régionales, regard critique ». Après la prière d'ouverture, les hymnes nationaux et de l'université, les secrétaires généraux académiques de l'UCC et les doyens AI de la faculté de l'économie et développement ont adressé à l'auguste assemblée le mot de bienvenue et ont présenté le thème de la dite journée. Prenant la parole comme premier intervenant, le professeur Onésime Koukatou Lafalache a parlé sur la notion d'intégration dans son ensemble. Ensuite, il a présenté les communautés économiques africaines, mais aussi de l'intégration de la RDC aux communautés économiques régionales. En seconde intervention, M. Kinzo Anthony, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui, a parlé du climat des affaires, facteur clé de la compétitivité de la RDC au sein de communautés économiques régionales. Après ces assises, un étudiant et un intervenant ont réagi. D'avoir participé à cette conférence de haute portée, de grande facture scientifique, qui a jeté un œil critique sur l'intégration de la RDC dans les communautés économiques régionales. La faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo a organisé une journée scientifique au cours de laquelle il y a eu une série de conférences. Le thème principal, c'était l'intégration de la RDC aux communautés économiques régionales, regard critique. Après ce thème principal, il y a 5 sous-thèmes, des thèmes transversaux
pour compléter le thème principal. Alors, il s'est agi d'évaluer la participation de la RDC dans les communautés économiques régionales où elle appartient. Il s'agit de la SADC, de la CEAC et du COMESA. Notons que plusieurs étudiants ont répondu présents à cette journée scientifique et ont bénéficié des connaissances approfondies. Les appels à manifester contre la force régionale d'Afrique de l'Est déployée dans le Nord Kivu a suscité des réactions au Kenya. À Nairobi, les autorités suivent de près le processus de pacification de l'Est du Congo. Selon le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matuki, la recherche de la paix passe par le processus politique, lequel devrait donner les premiers signes positifs d'ici 6 à 12 mois, a-t-il dit. Alors qu'il s'exprimait en marge d'un événement de l'Union africaine à Nairobi, Peter Matuki, secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, a déclaré que le bloc ne renoncerait pas aux moyens pacifiques de résoudre la crise congolaise. Nous exhortons tous les citoyens à rester calmes et à être patients alors que nous voyons tous comment mettre fin au conflit. Notre intention n'est pas de nous engager dans des combats ou de mettre notre région en guerre, mais de voir comment nous vivrons tous en paix, a déclaré le docteur Matuki aux journalistes. Le processus dans l'Est de la RDC doit être résolu par des moyens politiques et nos militaires sont là pour renforcer ce processus, a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé si la force donnerait un nouveau délai au M23 ayant raté celui du 15 janvier pour quitter toutes les zones occupées, comme cela a été indiqué dans le communiqué du mini-sommet de Luanda par les dirigeants régionaux en novembre dernier. L'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de paix de Nairobi pour la RDC, a quant à lui convoqué le général-major Jeff Nyaga, commandant de la force de l'Est, à une réunion consultative d'une semaine à Mombasa pour discuter de la prochaine ligne de conduite, laissant l'action militaire comme dernier recours. La prochaine étape consiste à continuer à faire pression pour que toutes les parties prenantes viennent à la table de discussion. Déjà, nous avons eu 3 conclaves et nous allons avoir le 4e. Et ce que je peux vous assurer, c'est que dans 6 ou 12 mois, nous allons parvenir à la paix dans l'Est de la RDC, a déclaré Peter Matuki. Je suis convaincu que des progrès sont réalisés pour assurer la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, a-t-il conclu. Après l'annonce faite au travers d'une note circulaire sur la démolition des constructions anarchiques le long du lit de la rivière Funa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, est arrivé ce mardi sur le terrain. Question de sensibiliser la population à déguerpir bien avant l'opération prévue ce mercredi. Enoch Issei. C'est confirmé, il vient briser le suspense qui s'est présenté dans le chef de la population. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a foulé les pieds dans ces sites ciblés par la démolition sur les lits de la rivière Funa. Déterminé malgré les cris d'empathie lancés par la population, Jean-Tini Ngobila ne jure que sur la démolition pour demain mercredi, des habitations n'ayant pas respecté les 10 mètres requis. La population trouvée sur place rappelle que ces terrains leur avaient été attribués par le feu président Mobutu. Place où il y a tous les 2 rivières Ngambo Mibale, où Tisuka Nango. Et ça va bande où ils ont réquisitionné par le président Mobutu na ordonnance. Après ça, il y a papa na biso ya ancien combattant. Il y a Air Force awa na comeback. Pour bango basilisaka misala babundeli mboka basali misala ebele bisika ya kocha bango ezalaki te. Lelo biso tokoli awa na âge ya 12 ans, lelo 50 et quelques des années bientôt nazokende mpona kota 60 ans. Baye babuki biso bamama toza na bango ya baveve baage oyo toza nango misala eza te todebriaka na mwa babriki na biso awa boyeboye. En tout cas, le gouverneur a changé d'idée, a salisa biso, a adressé les biso nzela ya mai oyo na mabanga. Certains sont prêts à quitter le lieu, mais en contrepartie d'un acte de bonne foi de la part des autorités. Ezandeli
likambo ya koya to solola na ye moko gouverneur aye bisabiso ata moi préavis à 2 mois 3 mois pour que to ye mane nini ya koluka to kende wapi. Bon ye aye kaka briske bo mbala moko ka boyo tozo ya kobuka bandako na bino mercredi. Siko tokosala ndenge nini. Aluka moye moko ya koloba o awa tobuki ndako zwa mbongo ata $100,000. Kende ata kote mususu osomba lupango. Plus qu'un jour nous sépare de la dite démolition annoncée, ceci devrait servir d'exemple aux autres. Place à présent à la page internationale. En Côte d'Ivoire, la filière anarchique grande. Les locaux de la noix de cajou ont demandé au gouvernement de prolonger les subventions de la saison dernière. Edouard Funda. Le secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou avec une production annuelle d'environ 1 million de tonnes, est actuellement confronté à des défis. Les transformateurs ivoiriens peinent à concurrencer des entreprises asiatiques qui payent des prix plus élevés pour les noix brutes et très peu sont transformées dans le pays. Ces derniers souhaitent que les subventions accordées en 2022 par l'État et qui s'élèveraient à environ 9 milliards de francs CFA soient maintenues cette saison 2023, faute de quoi ils ne pourront pas poursuivre leurs activités. Au fil des années, la noix de cajou s'est imposée comme une base importante de l'agriculture ivoirienne, en particulier de l'économie nationale. Elle représente le deuxième produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur après le cacao. La solution est pénible car les producteurs sont confus. Avec une production qui a doublé en 11 ans, passant ainsi de 400 000 tonnes en 2011 et à 1 20 000 tonnes en 2022, la Côte d'Ivoire, qui a ouvert officiellement la campagne 2023 des noix de cajou, en février veut atteindre un taux de transformation de 100% de la production des noix brutes de cajou en 2025. L'Afrique devrait s'élever au-dessus de la moyenne mondiale estimée à environ 3% pour atteindre 4% de croissance économique en 2023 et 2024. Perspective de la Banque africaine de développement qui argumente que les économies du continent ont su rester résilientes malgré d'importants chocs. Cette tendance pourrait se pérenniser sur plusieurs années si les politiques adoptent des actions audacieuses pour protéger les économies. Encore une fois, Edouard Funda. Embellie des économies africaines au cours de 2023 et 2024 avec une croissance économique prévue à 4%. C'est ce que révèle la Banque africaine de développement à travers son rapport sur les performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique publié le 19 janvier 2023. Des prévisions qui dépassent la moyenne mondiale projetée à 2,7% et 3,2% dans certains cas. Malgré les chocs engendrés par la Covid-19 et la guerre en Ukraine, les économies du continent ont fait preuve de résilience et devraient maintenir cette tendance haussière pour atteindre 7% de croissance au cours des décennies à venir. Tout de même, dans un contexte d'inflation généralisée, ajoutez à cela le resserrement des conditions financières mondiales et l'augmentation connexe des coûts du service de la dette intérieure et d'autres menaces comme les changements climatiques et les crises politiques, la BAD prescrit la vigilance. Elle invite par ailleurs les gouvernements à faire preuve d'audace dans leurs actions afin d'aider les économies africaines à atténuer les risques aggravants. 53 des 54 économies africaines ont en effet connu une croissance positive de leur produit intérieur brut, même s'il est ralenti à 3,8% en 2022 contre 4,8% en 2021. Par ailleurs, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Éthiopie et la Tanzanie, les 5 économies les plus performantes du continent, devraient croître de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024 et reprendre leur place parmi les 10 économies de la croissance la plus rapide au monde. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. 24 janvier, c'est l'anniversaire d'une date historique en République démocratique du Congo. Cela fait 4 ans depuis la passation civilisée du pouvoir. 4 ans post-alternance analysés par les Quinois, vous les avez suivis dans ce journal. Et puis, à une semaine de l'arrivée du pape François en RDC, les Quinois formulent leurs attentes à cette venue historique, elle aussi. Et puis vous l'avez suivi au niveau international, en Côte d'Ivoire, la filière Anarcade est en grande difficulté. Les opérateurs locaux s'en remettent à l'aide des autorités. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.